Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 8 janvier 2021 et dans cette vidéo on va parler de CentOS. Oui, on en parle depuis un petit moment déjà de CentOS, depuis le mois de décembre 2020, on en parle même encore plus puisque le projet CentOS s'est tourné vers son édition CentOS Stream. On a vu ensemble ce que c'était CentOS Stream, on a vu comment basculer de la CentOS 8 classique vers CentOS Stream. Je vous ai même fait un édito assez long où je vous ai expliqué l'ensemble d'une réflexion à adopter en entreprise et où j'allais aller un petit peu plus tard. Donc tout ça, je vous l'ai expliqué en détail. Sauf que là, j'ai envie dans cette vidéo de vous parler de CentOS, mais quand elle a débuté. Le projet CentOS est arrivé dans sa première version en 2002, selon Wikipédia. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la première version à peu près utilisable avec des CD et tout ça, et qui est installable encore aujourd'hui, c'est la CentOS 3 qui est sortie en 2004. Donc on va faire un retour dans le passé de 17 ans et j'ai envie, à travers cette vidéo, de vous montrer comment CentOS s'installait en 2004. Bah oui, parce que souvent on voit des vidéos d'installation, d'ailleurs je vous en fais, de distribution Linux. Aujourd'hui, vous avez vu dans la précédente vidéo à quoi ressemblait l'outil d'installation de Red Hat, Anaconda, qu'on retrouve sur CentOS. Et il a quand même bien changé cet outil d'installation par rapport à Debian où ça n'a pas bougé depuis un certain nombre de versions. Là, chez CentOS, ça a bien changé et voici à quoi on avait affaire quand on démarrait le premier CD d'installation de la CentOS 3. Donc vous voyez, entrée, on pouvait démarrer directement et puis on avait des écrans d'aide à travers les touches F1, F2, F3, F4, F5 ici où on avait des informations qui pouvaient s'afficher à l'écran ici. Donc avec F2, on a des infos sur les options. Si on souhaite par exemple ici, vous voyez, activer le mode Rescue, si on veut désactiver des modules pour éviter qu'ils se chargent au démarrage du CD. F3, on a des options générales. Donc là par exemple, si je veux augmenter la résolution d'écran à la maximum supportée par le pilote vidéo VMware de l'époque, il faut que je tape dans la ligne de commande Linux résolution égale 1024 par 768. Voilà, il fallait que je l'écrive comme ça. Là où maintenant, avec des images un peu plus récentes, on a des options assez conviviales au bout pour régler ça. Donc là, c'est vraiment très minimaliste, très, je cherche un mot que je ne trouve pas, rustique. Voilà, c'est ce mot-là que je cherchais, rustique. Donc avec F4, on a des infos sur éventuellement des options qu'on peut passer au noyau. Et F5, c'est pour le mode Rescue. Et F1, on revient à l'écran ici, qu'on a eu tout à l'heure. Donc là, je valide. On va voir 6V init démarrer. Oui, en 2004, c'était 6V init. Il n'y avait pas de système D. Il n'y avait pas de toutes ces nouvelles choses qu'on a aujourd'hui. Donc quand l'assistance lance ici, on a la possibilité de vérifier l'intégrité du CD. Donc là, ici, je peux faire OK et je peux tester mon CD. Donc là, il me teste le disque 1. Hop, donc c'est rapide. Là, il me dit que c'est complet et que le résultat est pass. Donc ça s'est fait avec succès. Si je fais OK, là, vous voyez, le CD, il est démonté et j'ai la possibilité de tester le CD2, le CD3, les autres CD de CentOS tant que je suis ici. Et après, une fois qu'on est prêt, on va pouvoir continuer. Mais avant toute chose, c'est inscrit ici, il faut réinsérer le CD1. Donc là, je reconnecte mon lecteur CD, hop, et je continue. Et donc, vous voyez ici, Anaconda va démarrer. L'outil d'installation s'appelle toujours pareil, mais il a changé d'interface depuis. Et il m'auto-détecte la souris que j'ai, donc une souris PS2. Il me détecte le pilote VMware. Et vous voyez, Serveur X, à l'époque, tout ne se lançait pas automatiquement, tout n'était pas détecté. Il y avait tout un tas de paramétrages à faire. On le verra d'ailleurs dans l'outil d'installation. Donc là, en 1024 par 768, on a un grand écran, mais l'outil d'installation, il reste en mode 800 par 600. Donc à gauche, on a les instructions et puis à droite on a les écrans pour interagir au niveau de l'installation. Donc là je fais suivant, je choisis ma langue, donc bon c'est assez convivial jusque là. Pour la souris, vous voyez, il fallait sélectionner manuellement quelle souris on utilisait. Donc souris générique à 2 boutons, PS2 série USB, 3 boutons,
PSD2, série USB, souris à roue, donc là ouais j'ai la petite molette en PSD2 ou en USB. Et puis si on avait des souris assez exotiques, eh ben, on pouvait aller chercher le modèle bien spécifique d'une souris qu'on utilise, par exemple Logitech ou Genius, ok. Là on pouvait aller sélectionner la souris utilisée puisque le pilote n'était pas détecté automatiquement. Là on arrive à l'étape de l'installation. Donc bureau personnel, c'est l'environnement de bureau avec par défaut tout un tas d'outils graphiques. De toute façon, on pourra paramétrer ce qu'on veut à l'installation après. Poste de travail, donc là c'est juste un environnement de bureau et puis après on a des outils pour le développement et puis l'administration système. Serveur, c'est sans interface graphique et puis on pourra sélectionner après si on veut serveur web, serveur FTP, serveur mail ou autre. Ou on pourra faire une installation minimale et puis enrichir l'install après. Et puis personnaliser, c'est à nous de sélectionner ce qu'on veut à travers des listes de choix. Donc on va aller voir juste après le partitionnement, ces listes de choix. Donc là, je vais me mettre sur, poste de travail, c'est très bien ici. Donc là, on arrive à la partie partitionnement. Donc partitionnement soit automatique, soit manuel avec disque druide ici. Donc je sélectionne disque druide. Bien sûr, j'efface les données, il n'y a rien sur mon disque. C'est un disque qui est ici d'une taille de 20 Go. Donc voilà comment on créait nos partitions avec disque druide à l'époque. Nouveau, donc je vais créer mon /boot. Type de système de fichiers, c'est là que c'est très marrant parce qu'on a EXT2 et 3, on n'a pas de XFS. On n'a pas de BTRFS, évidemment ça n'existait pas. Et puis on n'avait pas de XT4 puisque XT4 est arrivé en 2008. Là, on est en 2004. Donc ici, je vais mettre un boot en EXT4 avec 512 mégas, c'est parfait. Et puis après, sur le reste ici, je vais créer mon volume physique LVM, mon PV. Je vais lui mettre la taille maxi, ok. Et après, pour paramétrer le LVM, on va dans la section LVM ici, et là on a ce magnifique outil, pas pratique du tout. On va lui mettre le nom du groupe de volume, route VG, on peut lui mettre la taille du PP ici, la dimension physique, 4 mégas, c'est parfait. Et puis, on va ajouter nos différents volumes logiques ici, donc racine. Là, on n'a pas le choix, EXT2, 3 ou swap. Ok, je vais l'appeler route LV. Je vais lui mettre une taille de 10 Go. Ok. Donc là, c'était en méga qu'il fallait mettre la taille. Je vais mettre un petit swap. Il n'y a pas de point de montage. Swap ici. Swap LV. Je vais mettre un swap à 1 Go. Ça suffit largement. Ok. Et puis, je vais mettre un home séparé. Home LV. Donc là, je fais pas de partition. Tiens, je vais mettre 5000. Méga, on verra comment manipuler le LVM si j'y pense. Comme ça, je laisse un petit peu d'espace libre. Il me restera 4 Go environ d'espace libre. Donc, je pourrai agrandir mes volumes après. Je ne fais pas de var, de varlog séparé comme vous avez vu dans d'autres vidéos, puisque ici, je vais faire avec l'interface graphique l'installation. Et pas en mode serveur. Pour le chargeur de démarrage, on a la possibilité de choisir Grub ou Lilo. Oui, on pouvait choisir Lilo à l'époque. Par défaut, c'était Grub. Ou bien sûr, on peut ne pas installer le chargeur de démarrage. Donc là, je laisse Grub ici. On pouvait mettre un mot de passe pour le chargeur de démarrage et donc protéger Grub d'une modification non désirée. Par exemple, changer la ligne de boot ou autre. Ici, je fais suivant. Là, pour la partie réseau, vous voyez, c'était assez minimaliste. On n'a pas tout le network manager qu'on connaît aujourd'hui. Soit on avait du DHCP, soit on n'avait pas de DHCP. On mettait manuellement l'adresse IP ici, adresse IP masque. Puis, vous voyez, on ne pouvait pas mettre 24 pour 255, 255, 255, 0. Il fallait bien mettre dans les cases ici. Et puis, ici, après, en dessous, on pouvait mettre la passerelle, le DNS primaire, secondaire, tertiaire, même 3 DNS. Maintenant, on n'en met plus que 2, généralement. On peut mettre un nom à notre système. Je vais appeler CentOS 3, c'est parfait. On pouvait l'activer ou non au démarrage, la connexion réseau. Donc ici, par défaut, c'est activé au démarrage. Cool. On avait la gestion déjà du pare-feu dès le processus d'installation. Soit le pare-feu il est activé, soit on pouvait désactiver le pare-feu. Et pare-feu activé, on pouvait autoriser ou non des services à traverser le pare-feu, WWW, FTP, Telnet, Mail, SSH, et mettre des ports supplémentaires si on le voulait. Donc là, la configuration du pare-feu était possible depuis l'install. Là, on pouvait installer d'autres langues dans le système. Si on voulait du français et de l'anglais, on pouvait le faire direct ici.
On va sélectionner le fuseau horaire, Europe-Paris, c'est parfait. Là, on met le mot de passe de Monsieur Route, donc du compte route, et vous allez voir qu'on ne met pas le mot de passe, ni on crée de compte utilisateur tout de suite, ça se passe au premier démarrage après. Donc là, j'ai mis le mot de passe de route, ok. Là, on voit que avec ce que j'ai choisi tout à l'heure, il m'a automatiquement sélectionné tous ces groupes à installer. Soit on continue et on est d'accord, soit on peut personnaliser le jeu de paquets. Donc là, je vous montre juste à quoi ressemble la personnalisation, mais on a plusieurs sections, bureau, applications, serveurs, développement. Vous voyez ici, les outils de développement, ils s'installent. Développement du logiciel X, développement de logiciel GNOME. Donc là, bon, je vais décocher ça, on n'a pas besoin. Support de l'impression, vous voyez, on a le support de l'impression ici, des outils divers. Donc pour la section serveur, on peut directement installer les groupes serveur de fichiers, serveur de messagerie, serveur web. Regardez, si je vous coche le serveur web, c'est ce qu'il y avait dans la liste. Ok. Donc on a la possibilité d'installer HTTPD, donc Apache, les outils de développement pour Apache. On pouvait sélectionner les modules qu'on voulait, PHP, ok. On pouvait même installer PHP, Squid, ok. Donc là, on avait la possibilité de sélectionner tous les composants manuellement dès l'installation. Ça, c'est cool. Donc là, je ne vais pas mettre de jeu. Je vais en graphisme, je vais juste laisser GIMP. Comme ça, vous allez voir en fait à quoi ressemblait GIMP à l'époque, si j'y pense. Son et vidéo. Donc on a des petits outils. C'est des paranoïas. Ok, alors je vais enlever 2-3 bricoles. Il n'y a pas de lecteur audio ou vidéo. C'est probablement dans les applications de GNOME. Internet, ok, e-links, fetchmail, mute, ok, Internet basé sur texte. Donc là, ça ne nous intéresse pas, on va garder que l'Internet graphique. Vous voyez, il y a évolution, Mozilla, Mozilla Chat, Mozilla Mail, Xchat. On va installer tout ça pour le fun. Les éditeurs ici, on a Emacs, Nedit, Vim. Ok, on ne veut pas de Emacs, on ne veut pas de celui-là, on veut que Vim. Hop, on peut le sélectionner. Et puis, dans les applications de l'environnement de bureau, on peut installer celle qu'on veut ou non. Par exemple, GFTP, j'en veux pas, je l'enlève. Ok. Donc là, on pouvait vraiment personnaliser ce qu'on voulait avant de lancer l'installation. Là, je vous fais suivant. On est prêt à installer CentOS. Suivant. Donc là, il me formate les partitions. Il va me lancer l'installation de tous les paquets. Alors la machine virtuelle, elle est quand même un peu plus bétonnée que ce qu'on avait en 2003. Hein. Je lui ai mis 2 processeurs, j'ai mis 2 Go de RAM, donc c'est vraiment quelque chose de confortable, même si le disque il est sur mon Mediadata, sur mon disque HDD, il tourne à 7200 tours minute, il est quand même plutôt performant, donc on va voir que finalement ça va s'installer assez vite. CentOS 3 était livré avec 3 CD, donc il est fort probable que sur le premier CD on n'ait que les composants de base pour une install minimale. Là, vu que je vous ai fait une install en mode graphique, je pense qu'il y a des paquets qui vont être sur le CD2 et peut-être sur le CD3. Donc je vais être amené à charger un autre disque, voilà, insérer le disque 2 pour continuer. Donc je vais dans les paramètres, je vais charger le disque 2, ouvrir, save. Vous avez vu, hein, les disques qui sont là depuis juin 2012, ça fait, depuis juin 2020. Depuis juin 2020, je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo et je vous la fais seulement maintenant. Donc là, il installe Mozilla. Gros paquet. Et puis, en quelques minutes, le système est installé avec interface graphique et tout ça. On pourra même regarder, tiens, combien ça consomme de mémoire, ça. Mais probablement, ça consomme pas grand-chose. En 2004, les configurations poste de travail étaient plutôt proches de 512 mégas de RAM. Pour les plus généreuses. Et côté processeur, je sais pas trop ce qu'on avait. On avait des Celeron ou même d'autres processeurs, mais je pense qu'on avait quelque chose de l'ordre de 1 à 1,5 GHz, je pense, pour les plus généreux. Je suis pas trop l'actualité matérielle, mais c'est dire si là, la machine virtuelle a des performances vraiment bien convenables. Donc ici, il fallait configurer manuellement l'interface graphique. Ouais. Le Xorg qui détecte les pilotes tout seul, bah c'est bien aujourd'hui, mais Linux a beaucoup évolué sur ce plan-là. Et vous voyez, à l'époque, en 2004, il fallait sélectionner le pilote vidéo à utiliser. Donc là, il a détecté VMware, on va lui indiquer. Mais si vous aviez une carte NVIDIA, par exemple, ici, il y a probablement NVIDIA. Ok, puis il fallait sélectionner la carte de la génération qu'on utilisait.
Donc là, je vais rester sur VMware. On choisit même la mémoire de la carte vidéo manuellement, vous voyez ici. Donc là, je vais mettre ça. Le moniteur, suivant la marque du moniteur, il fallait sélectionner le moniteur ici. Donc là, je vais mettre non détecté, j'espère que ça va marcher. Et puis, on pouvait sélectionner la quantité de couleurs à afficher. Ce genre de truc, aujourd'hui, on le fait plus. Mais à l'époque, c'était très important. On pouvait mettre du 24 bits, du 16 bits, du 8 bits suivant la capacité de la carte vidéo et la résolution d'écran. Regardez ce qu'on a avec le pilote VMware, 640 par 480, 800 par 600 ou 1024 par 768 et c'est tout. Donc là, je fais suivant. Et donc là, le système est installé. Le système redémarre. Et là, on va faire la post-installation. Premier démarrage, on va avoir accès à la post-install. Donc là, vous voyez, CentOS 3, Grub 0.93, petit moment de nostalgie, noyau 2.4.21, ouh, c'est vieux, hein, noyau 2.4. Et donc là, on voit le 6V init à nouveau lancer l'ensemble des services. Ok, il va y arriver. Ok, donc là, entering level 5. Il est en train de démarrer l'ensemble des services, les interfaces réseau. Il a généré les clés SSH, on a vu rapidement. Et donc là, on est sur l'outil de post-installation où on nous souhaite la bienvenue. On peut régler la date et l'heure, donc là c'est bien détecté. Sinon, on peut activer le protocole de synchronisation via le réseau. Donc là, clockredhat.com, je ne suis pas sûr que ça existe encore. Je vais me mettre sur fr pool ntp.org. Celui-là, il marche et on le sait. Ok. Là, on met notre nom d'utilisateur. Adrien Linuxtrix. Ok. Le mot de passe qui va bien. Oh, je vais peut-être pas mettre d'espace parce que je suis pas sûr qu'on pouvait mettre des espaces à l'époque. Ok. On pouvait utiliser la connexion réseau, hein, en se connectant sur des réseaux avec Kerberos, tout ça, enfin des annuaires centralisés. Ici, on peut tester le son. Alors là, je suis pas sûr que ça marche, le son dans la machine virtuelle. C'est pas très important. Pour avoir un échantillon, non, on n'a pas entendu le son, donc c'est pas très grave. Et puis, si on a des CD supplémentaires, on pouvait installer des packages à partir de ceci, directement là. Donc là, je termine. Suivant. Et on va avoir GDM. Je pense que c'est lui qui s'affiche. Voilà à quoi ressemblait GDM à l'époque. Waouh, génial. Donc on va saisir notre identifiant. Ici, on a la possibilité de changer la langue en fonction de ce qu'on avait à disposition. De changer la session. Par défaut, session précédente. On pouvait sélectionner GNOME KDE suivant ceux installés. Procéder au redémarrage et à l'arrêt du système. Donc là, je me connecte et voici à quoi ressemblait CentOS 3 une fois le système installé. Donc ça, c'est l'environnement de bureau GNOME en version 2.2.2. Oh, c'est vieux tout ça. Donc voilà à quoi ressemblait une interface graphique avec le gestionnaire de fichiers. Cool, super, génial, trop de la balle. Voilà à quoi ressemblait tout ça. Donc si on va dans boot par exemple, ici, je vais me mettre en tant que liste et le noyau à l'époque, voyez, il est tout petit, il faisait 2,7 mégas. Pas gros du tout comme noyau, même l'image initRD, vous voyez, 512 kg, c'est pas grand chose du tout. Donc on avait affaire vraiment à des systèmes super légers. Donc là, je vais lancer GNOME Terminal. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir faire les mises à jour parce que les médias en ligne ne sont probablement plus disponibles. Donc sudo-i, sudo-i n'existait pas à l'époque. Donc là, je me connecte en tant que root, clear, ok. Donc, cat etc Red Hat release, CentOS 3.1, youpi. Le système, une fois démarré, consommait 226 mégas de RAM. C'est quand même assez important. Hop, je vous la remets ici. Ça. Et ça, 227 mégas de RAM avec l'environnement de bureau lancé et tout ce qui va bien. df-h, est-ce que l'option H existait? Yes. Donc voilà la taille utilisée par le système avec l'ensemble des logiciels. Donc 7,5 Go avec tous les logiciels installés ici. Donc petit moment de nostalgie pour ceux qui ont connu tous ces logiciels. Vous voyez, Gedit, il n'a pas trop changé si on regarde la tête de Pluma aujourd'hui.
Dans Bureau, on a OpenOffice, hein, LibreOffice n'existait pas, OpenOffice version 1. Voilà à quoi ressemblait la suite bureautique de l'époque. Yes. Le navigateur web, ici, Mozilla. Donc il s'appelait même pas Firefox. Hein. Il s'appelait même pas Firefox. Donc on va prendre celui-ci. Ok. Ok. Voilà à quoi ressemblait Mozilla à l'époque. Moi j'ai connu que Firefox. J'ai jamais connu Mozilla tout court. Ok. Je sais même pas si linuxtrix.fr va fonctionner là-dessus. Non. Mais voilà à quoi ressemblait Mozilla avant qu'il s'appelle Firefox. On a des applis supplémentaires, donc l'ancêtre de Thunderbird ici avec Mozilla Mail. Bon, on peut pas aller plus loin. Et voici à quoi ressemblait l'ancêtre du courrieleur Thunderbird. Je pense que si je fais ça, ok. J'ai quand même accès au logiciel. Et puis après, bon, bah, on a toutes les applications qui nous permettaient de gérer notre système. Vous voyez, même formateur de disquette, on a le gestionnaire d'impression. Et quand on regarde le gestionnaire d'impression, bon, j'ai pas d'imprimante, je peux pas vous montrer, puis elle serait probablement pas supportée. Mais on a la même petite fenêtre qu'aujourd'hui avec le système config printer. Ça n'a pas trop changé. On a dans la partie paramètres système la possibilité de gérer les services. Et ce, de manière graphique, c'était quand même pas mal du tout. Ici, yes, ok. Donc on pouvait démarrer des services. Oups, le double-clic, ça rétracte ça. Donc là, hop, on pouvait arrêter les services, les décocher, les arrêter, les redémarrer. Yes. Donc ça, c'était quand même pas mal. Et puis, en son et vidéo, on a juste un lecteur CD. Pas grand-chose. Probablement, on pouvait installer VLC ou des outils similaires. Mais on avait tous ces outils-là à disposition. Et pour vous montrer qu'en fait, les concepts de base d'un système Linux n'ont pas vraiment changé, si ce n'est que les services sont différents, hein, parce que maintenant, on ne fait plus ETC, INID, SSHD, status, hein, on fait système CTL status, mais ici, les services sont gérables comme ça, ça n'a pas trop changé au final. Et puis, toute la partie gestion LVM, ça n'a pas changé. Hein. LV resize n'existe pas. Donc là, il fallait passer par extend. Il faut repasser par les vieilles commandes. Maintenant, on a LV resize, ça fait l'agrandissement, la réduction. Là, on va faire un LV extend. Alors, si la syntaxe est toujours pareille, on va voir si route VG home LV. Ok, c'est bon, il a agrandi le volume logique. Vous voyez, ça marche toujours de la même manière. Et après, on fait le resize to fs home ici pour... Non, c'est pas le home, pardon. C'est ici, dev root vg home lv. Hop, et on ne pouvait pas, à l'époque, agrandir un système de fichiers quand il était monté. Truc de dingue. Donc ça a un peu évolué, mais les commandes de base, elles sont là, elles sont toujours les mêmes ici. Et puis j'ai fini de vous faire le petit tour d'horizon de cette CentOS 3 telle qu'elle existait en 2004. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!